Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Je suis avec Manon qui est kiné et entrepreneur. Coucou Manon. Coucou. Bienvenue dans le podcast. Je te laisse te présenter pour les personnes qui nous écoutent, qui tu es, ton parcours, etc. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Manon, du coup j'ai 28 ans. Je suis kiné depuis 5 ans dans le sud de la France, pas très loin de Marseille. Je pense que ça s'entend un peu. Oui. Mais voilà, donc du coup, alors j'ai créé mon cabinet il y a 2 ans maintenant, avec mon conjoint qui est ostéopathe, et je me suis lancée sur les réseaux en début d'année, là, 2024, pour commencer un autre projet à côté du cabinet. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce projet, où tu en es aujourd'hui ? Moi je suis aussi prof de pilates depuis 3 ans, donc du coup je donne des cours de pilates, et en fait, alors mon compte Instagram il est créé depuis le Covid. À la base c'était pour partager en fait mes astuces pilates et kiné pendant le Covid, comme ça sur les réseaux, parce que ça m'amusait et puis j'aimais bien. Et puis après, finalement, je me suis dit qu'il fallait peut-être en faire quelque chose de ce compte-là, et le quotidien au cabinet commençait à me lasser un petit peu, donc du coup, j'ai décidé de me lancer vraiment sur les réseaux sociaux depuis le mois de février, pour essayer de lancer du coup mes programmes d'accompagnement en ligne pour l'endométriose, là, pour le moment. Et d'autres programmes qui arrivent par la suite. Je spoile pas trop, mais... Ok. Et du coup, tu disais que tu as voulu te lancer parce que c'est un peu le quotidien au cabinet qui te pesait un petit peu. Est-ce qu'il y a un moment vraiment où tu t'es dit ok, je vais faire autre chose, j'ai envie de créer une autre activité, ou est-ce que ça s'est fait un petit peu naturellement et c'est maintenant que tu as lancé quelque chose qui marche à peu près que tu te dis ok, je peux vraiment finir par en vivre à côté de mon cabinet? Oui, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Alors, j'ai vu passer en fait des formations sur Instagram, parce que maintenant il y en a plein qui fleurissent, mais il y en a une que je suivais depuis très longtemps, qui est spécialement faite pour les kinés, donc c'est très très spécifique pour apprendre justement à coacher à distance. Parce qu'à la base, la kiné à distance, pour moi, c'était impossible, quoi. Donc, je me disais pas que je pouvais développer ça. Et en fait, en voyant cette formation-là, je me suis dit, en fait, j'ai un compte Instagram, je vais faire la formation et essayer d'en faire quelque chose. Donc, du coup, assez naturellement, je me suis dit, ok, ça y est, je me lance, parce que j'ai envie de faire autre chose que le cabinet, quoi. Et qu'est-ce que le à distance peut t'apporter que le cabinet t'apporte pas, du coup? Du temps. Du temps, c'est ça qui te manque? Ouais. Ah oui, complètement. Après, je suis pas la kiné qui bosse le plus du monde, hein. Je suis pas à 40 heures semaine, du coup, au cabinet, ça me convient très bien. Mais voilà, j'ai quand même besoin de plus de temps pour moi, parce que au cabinet, on est quand même forcé de finir tard, parce qu'on n'a pas le choix en fait de voir les patients qui viennent après le boulot souvent, ou qui ont des impératifs, donc du coup on finit souvent entre 19h et 20h. Donc du coup moi j'avais envie d'avoir plus de liberté au niveau du temps, et de pas être bloquée par des rendez-vous que tu as toutes les demi-heures avec des patients en cabinet, quoi. Ouais, le côté plus flexible au final que volume horaire, quoi. Carrément. Okay. Et du coup, là, tu as ton compte Insta qui marche plutôt pas mal, sur lequel tu publies tous les jours, tu crées tes programmes à côté. Comment est-ce que tu combines ça avec ton cabinet à l'heure actuelle? Comment est-ce que tu gères? Actuellement, en soi, je me suis fait 2 grosses journées au cabinet, et du coup, après, je bosse 3 matinées par semaine, donc j'ai 3 après-midi de libre.
Donc en fait, tout ce qui est entrepreneuriat, je le cale sur mes 3 après-midi de libre et le week-end souvent aussi. Mais du coup, voilà, j'ai fait en sorte de réorganiser mon emploi du temps pour créer mon autre entreprise à côté et avoir du temps pour pouvoir m'occuper de ça. Ok. C'est vrai qu'il y a un peu cette peur des gens qui veulent se lancer, ça va être hyper chronophage. Comment est-ce que toi tu le ressens? Est-ce que tu as l'impression que c'est chronophage ou que oui, ça prend du temps, mais ça te plaît? Bah ouais, moi c'est l'impression que j'ai. En fait, oui, ça prend du temps, ça c'est sûr. Mais en fait, ça me plaît tellement que j'ai envie de continuer. Donc, c'est pas une contrainte d'y passer du temps, en tout cas pour moi. Parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est moi qui l'ai choisi aussi. Donc, c'est ça aussi qui est cool quand tu entreprends, c'est que tu choisis ce que tu peux faire. Donc non, c'est très chronophage. Donc, pour les gens qui veulent se lancer, si votre but au début, c'est d'être chill, au début, pas du tout, ça prend du temps. Mais c'est hyper cool, quoi. Ouais. C'est quoi qui te prend le plus de temps, justement, en tâches plus précises? La communication, ça prend du temps, la création de contenu. Maintenant, j'ai fait des formations, j'ai appris à m'organiser et tout, mais c'est vrai qu'au début, quand tu démarres, je dirais que c'est ce qui te prend quasiment le plus de temps. Ouais. Même quand tu démarres pas d'ailleurs, c'est juste que ça te prend moins de temps, mais proportionnellement c'est quand même ce qui te prend le plus de temps. C'est clair, donc non, maintenant avec de l'organisation ça me prend moins de temps, mais ça me prend quand même beaucoup de temps par semaine. Et après tout ce qui est communication du coup avec les gens qui vont venir te parler, la vente, le marketing, tout ce qui est mise en place aussi de l'offre. Pour réajuster tout le temps ton offre, faire en sorte que tes clients soient satisfaits. Donc tout ça prend énormément de temps en fait. Les gens ne le pensent pas au début, mais ouais, ça prend beaucoup de temps. Tu t'attendais toi à ce que ça prenne autant de temps justement? Non, honnêtement, un peu comme tout le monde au début, je me suis dit ok, je vais créer mon offre et après je vais en parler sur les réseaux et ça ira, mais en fait non, pas du tout. Et ouais, non, c'est un travail beaucoup plus, on va dire, poussé. Et même si t'as beaucoup d'abonnés, en fait, c'est pas du tout suffisant pour vendre correctement, quoi. Non. En fait, on pense qu'il faut beaucoup d'abonnés pour vendre, mais en fait, pas du tout. Moi, à la base, j'avais créé aussi un compte Instagram pour le cabinet, pour développer mes cours de pilates et au début parce que je faisais des soins un peu en esthétique aussi. Et avec 200 abonnés, j'avais réussi à remplir mon cours de pilates, quoi. Donc non, ça sert à rien d'avoir 10 000 abonnés si tu sais pas vendre, en fait. Ouais. Et là, à l'inverse, que t'en as plus de 4 000, si je dis pas de bêtises, t'arrives pas pour autant encore à vendre forcément à la hauteur que t'espères, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai rejoint. C'est pour ça, oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais Manon fait partie de Evolve maintenant depuis très peu de temps pour justement travailler cet aspect-là de la conversion, parce que c'est bien d'avoir des abonnés, des gens qui te suivent, mais derrière, si tu veux en faire quelque chose et avoir des clients pour tes programmes, c'est une autre partie qui est plus technique et qui ne s'improvise absolument pas, même en ayant fait des formations sur comment gérer Insta. Ouais. C'est pas instinctif. Non, surtout quand on vient du milieu de la santé, c'est quelque chose de tout nouveau, quoi. C'est un univers parallèle pour moi. Donc, du coup... Mais c'est ça qui est cool aussi, parce que moi, j'aime bien prendre les choses de zéro et du coup, on ne peut que progresser, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est trop cool. Ouais, c'est vrai qu'il faut avoir cette... Je sais pas si on peut parler de qualité, mais cette caractéristique que tu as d'adorer apprendre et que ça te fait pas peur, toi, de partir de zéro. On en parlait hier pendant ton coaching, justement. Mais il faut vraiment avoir cette volonté de dire ok, c'est un monde nouveau, mais je vais l'apprendre et avoir conscience que c'est beaucoup de travail, pas que de mise en application, parce qu'au final, quand tu as compris le fonctionnement... Alors, je te dirais pas que ça prend 10 minutes par jour, mais je sais pas, peut-être que en ce qui me concerne, je pense que je passe moins d'1 heure sur Instagram par jour. Mais quand tu démarres et que tu sais pas quoi faire, ça prend vraiment de temps, quoi. Ah oui, complètement. Et puis après,
moi j'ai toujours été comme ça aussi, tu vois, le cabinet, comme je t'ai dit, on l'a acheté avec mon chéri, on est parti de 4 murs. Moi je savais pas visser une vis quoi, donc j'ai tout appris sur le tas. Après j'ai toujours aimé apprendre les choses et les passer directement à l'action oui. pour que ce soit efficace quoi. Donc souvent j'ai plein d'amis des fois qui me disent, ou des connaissances qui me connaissent pas trop, qui me disent bah t'as de la chance d'avoir tout ça. Moi je dis bah non, c'est pas de la chance en fait, c'est du boulot, c'est tout. Carrément. La chance, Donc, on se la crée. Bah oui, c'est clair. Ouais, et moi je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, et puis bon, c'est pas grave, ça me reviendra sûrement, sûrement après. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer et qui se dit mince, va falloir que je communique beaucoup, c'est à des années-lumière justement de ce que j'ai appris, de mon métier de soignant, le marketing, la vente, tout ça, j'y connais rien, c'est pas du tout instinctif pour moi. Qu'est-ce que tu lui dirais là aujourd'hui ? Ben, je lui dirais si c'est vraiment si c'est vraiment un projet qui lui tient à cœur, fonce, mais il faut savoir que il faut charbonner quoi. Ouais. Ça viendra pas tout seul, il faut travailler, il faut vraiment avoir envie d'apprendre. C'est accessible en fait à tout le monde, mais il faut juste travailler. C'est ça. C'est pas comme quand tu vas en études de médecine où là c'est pas forcément accessible à tout le monde parce qu'il faut avoir quand même un esprit de logique, il faut avoir un mental de folie, donc c'est pas que ça convient pas à tout le monde, mais l'entrepreneuriat, tout le monde peut y arriver si tu te formes et que tu apprends et que tu mets en place les actions qu'il faut mettre quoi. C'est bien, parce que ce que tu viens de dire, ça me fait penser à ce sur quoi je voulais rebondir avant, le passage à l'action. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle d'apprendre, et c'est très bien d'apprendre, et c'est même indispensable. Mais si tu passes pas à l'action derrière, tu n'auras pas les résultats. Et il y a beaucoup de monde qui veut attendre que tout soit parfait avant de se lancer, avant de faire un post Insta, qui passe 4 heures parce qu'ils veulent que ce soit nickel, qui préparent leur offre pendant des mois et des mois et des mois, et au final qui passent pas à l'action. Et au final, les résultats sont pas là pour autant non plus, parce que c'est aussi le passage à l'action qui va faire que tu vas apprendre et que tu vas pouvoir... complètement. Et puis après... oui, si tu veux des résultats, parce qu'on voit clairement des entrepreneurs qui disent en 3 mois j'ai eu tel résultat. Oui, c'est carrément possible en fait, c'est pas du bullshit, mais ils ont charbonné pendant 3 mois quoi. C'est ça. Donc après, ça dépend ce que tu veux aussi. Si tu veux que ça prenne 3 ans ou 3 mois, les deux sont possibles quoi. Les deux sont possibles et les deux sont ok, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément envie d'y consacrer énormément de temps. Ouais. À ce moment-là, ça prendra peut-être plus de temps, mais autant commencer maintenant et ça prendra le temps que ça prendra. Mais si tu as envie de te donner les moyens, en 3 mois, 1 an... Ah oui, c'est ça. Moi, je sais que je suis pas patiente, donc je fais ce qu'il faut pour essayer que ce soit rapide. Mais après, oui, ça peut aussi très bien marcher dans 3 ans en prenant le temps et ça le fait aussi. Entre le moment où tu as eu ton offre qui était conçue et ta première cliente, tu as mis combien de temps ? J'ai mis 4 jours. 3 ou 4 jours. Donc comme quoi, ça peut aller hyper vite en fait. Oui, ouais. Et puis une fois que t'en as une, en général, les suivantes viennent... Enfin, je sais pas comment ça se passait pour toi, mais... Ouais, alors la première, du coup, c'était une patiente du cabinet que je suivais, mais du coup, pour des soins, entre guillemets, gratuits, parce qu'elle déboursait rien, vu que je faisais le tiers payant, donc c'était pris en charge par la Sécu, donc c'est une séance de kiné... elle faisait des séances de kiné classiques, et en fait, je lui en ai parlé, je lui ai dit, moi, je développe des accompagnements, mais payants, du coup, et à distance, pour que vous puissiez faire... vos petites routines d'exercice adaptées à votre problématique quand vous voulez et où vous voulez. Et elle m'a dit oui direct, et je m'attendais pas du tout. Je m'attendais à galérer entre ma première cliente, et en fait elle m'a dit oui direct alors qu'elle bénéficiait des séances de rééduc au cabinet quoi. Donc je me suis dit ok. Donc de là j'ai commencé à prendre conscience que c'était carrément faisable, et de là du coup j'ai commencé à pitcher mon offre sur Instagram, et en même pas 2 mois, du coup, j'ai eu 8 clientes qui sont arrivées, quoi. Ce qui est
énorme. Le plus dur, je trouve, c'est d'avoir ses premiers clients. Et après, une fois que tu as les premiers, là, ça après, s'enchaîne ça assez roule facilement. pas mal, ouais. Mais du coup, à ton avis, qu'est-ce que ton ancienne patiente devenue cliente a pu trouver dans ton accompagnement payant que tu pouvais pas lui offrir avec des soins entre guillemets gratuits? Alors déjà, elle bénéficiait de plus de séances par semaine parce qu'en cabinet, on n'a pas forcément le temps de les voir 3 ou 4 fois par semaine, alors que des fois, dans des maladies chroniques, il faudrait. Donc du coup, elle bénéficiait d'autant de séances qu'elle voulait dans la semaine. Et c'était vraiment de l'accompagnement personnalisé. Donc ça va pas être des séances de kiné où tu viens, le kiné te montre quelques exercices et tu repars. Là, c'est vraiment de l'ajustement constant, c'est vraiment personnalisé en rapport avec ses douleurs à elle, ses symptômes à elle. Donc, je vais vraiment adapter les exercices en fonction d'elle, adapter l'évolution. On a une conversation WhatsApp où je suis disponible 6 jours sur 7 où elle peut me poser toutes ces questions en rapport avec l'endométriose ou autre chose. Du coup, je suis vraiment disponible quasiment tout le temps pour ces questions. Et en même temps, elle, ça lui laisse aussi beaucoup plus de temps libre parce que c'est pas toujours facile quand on a des maladies chroniques d'enchaîner les rendez-vous médicaux à droite à gauche. Et du coup, elle me dit, en fait, ça me libère quand même d'un poids de devoir prendre la voiture, venir en cabinet, repartir. Et donc voilà, tout ça combiné, en fait, elle me dit, en fait, c'est génial, on devrait tous commencer à faire ça quoi, en kiné parce que c'est trop bien. Ouais, au final, en fait, ce qui t'empêche de faire ça dans ton cabinet, c'est le facteur temps. Le facteur temps et le facteur sécu aussi parce que au niveau des actes en cabinet, la rémunération, elle est pas ouf quoi. Oui. C'est parce que le suivi à distance, les gens croient que ça me prend du coup beaucoup moins de temps qu'au cabinet, mais ça me prend quand même beaucoup de temps à mettre en place. Une fois que la mise en place est faite, après les ajustements me prennent moins de temps, mais la mise en place de départ, ça me prend quand même énormément de temps parce que c'est du ultra personnalisé quoi. Ouais. Donc c'est moi qui tourne les exercices avec les consignes. Donc du coup ça me prend beaucoup de temps et clairement je le ferai pas au tarif sécu. Ouais, c'est clair. C'est clair, en fait, c'est un équilibre à trouver entre le temps passé, la qualité de la prestation apportée et la rémunération. Et il faut trouver un équilibre là-dedans pour que ce soit rentable, que tu n'y passes pas non plus un nombre infini d'heures pour une rémunération qui ne suit pas. Enfin voilà, faut que ça permette de vivre sans sacrifier tout ton temps derrière. Et ça, c'est sûr que si tu veux apporter peut-être la même qualité de prestation avec le tarif sécu d'une séance au cabinet... tu te retrouves un peu limité quoi. En gardant avec la même expertise, oui, parce qu'en plus en kiné, quand tu te formes sur des pathologies bien spécifiques, en fait nous quand on va se former comme toi quoi, en ortho, tu prends de ton temps libre, t'es pas payé du coup parce que tu vas pas travailler pendant ton temps de formation, donc c'est un investissement qu'on fait nous aussi. Donc je trouve ça normal en fait que les gens investissent pour leur santé parce que nous on a passé du temps à se former et à leur apporter une belle expertise. Quoi. Comme tu dis, on n'est pas payé et on paye voilà. La formation, l'hôtel, le train et tout ce qui s'ensuit. Et pour autant la rémunération sécu n'augmente pas et ne justifie pas nécessairement aux yeux on va dire des mœurs, un dépassement d'honoraires pour autant. Donc oui, c'est sûr que l'expertise n'est pas forcément valorisée à sa juste valeur, quoi. Complètement. Ouais, du coup, ça t'a permis d'apporter quelque chose que tu pouvais pas apporter autrement à des personnes qui en ont besoin, quoi. Ouais, complètement. Et puis, moi, ça me permet aussi de libérer un peu plus de créativité, on va dire, parce que quand tu fais, quand tu donnes des exercices à faire dans le gymnase à des patients, alors après moi je travaille à un patient par demi-heure, donc c'est pas pareil que d'autres cabinets, mais du coup pendant une demi-heure t'es là à compter les répétitions avec le patient, donc pour nous c'est pas hyper valorisant quoi. C'est, la demi-heure elle passe lentement. Donc là, une fois que la patiente a vraiment toutes les indications nécessaires,
en fait, j'ai capté très vite que c'était la même chose que si elle venait en cabinet, quoi. Elle sait faire ses exercices, elle les fait en autonomie. Après, elle me dit en feedback si ça va pas, et puis on ajuste. Et en fait, les résultats sont les mêmes qu'en cabinet, voire mieux des fois. Ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi le côté qui fait que tu as des meilleurs résultats. J'ai payé, je fais ce que tu me dis. Alors que, je crois qu'on en avait parlé dans un autre podcast, mais il y a aussi des patients qui viennent, ils font les exercices avec toi au cabinet, mais ils les refont pas forcément chez eux, ou pas de manière assidue. Ou... Bah, tous. Et sauf que, mais ils s'en foutent parce que c'est gratuit quelque part. Alors, pas tous les patients. Moi, j'ai des patients qui sont très sérieux, qui font très bien leurs exos, qui ont de très beaux résultats. Mais ouais, il y en a, t'as pas de résultats parce qu'ils bossent pas chez eux, parce que de toute façon, ils ont pas investi dans quelque chose que du coup, ils se disent, faut que je le rentabilise, quoi. Ouais. En fait, on a un peu cette culture-là, je trouve, en France, de pas avoir l'habitude d'investir du coup pour sa santé. Et du coup, on fait pas de prévention. Tu vois, ce que les gens comprennent pas, c'est que quand ils arrivent en rééducation, ils arrivent au moment où il y a le problème. En fait, c'est avant que les problèmes apparaissent qu'il faut s'occuper de son corps, bouger, être en bonne santé. Enfin, donc ça en fait partie aussi. Le coaching, je leur montre en fait toutes les routines qu'elles peuvent intégrer chez elles en 10 minutes par jour et avoir des super résultats sur la diminution de leur crise d'endométriose, plein de symptômes différents. Mais du coup, je leur fais comprendre que même quand le coaching va s'arrêter, c'est quelque chose qu'elles devront continuer à mettre en place à vie, en fait. Bien sûr. Ouais, c'est des habitudes, c'est pas juste un traitement à un instant T, c'est des habitudes pour toute la vie, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'est au-delà de ce que ça t'a apporté, on va dire, en tant que professionnel par rapport à tes patients, enfin tout ce qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que le fait de mettre en place les coachings, etc., ça t'a permis d'avoir toi en tant que personne, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton quotidien, humainement, émotionnellement? Moi, ça m'a beaucoup aidée émotionnellement, surtout. Ouais. Parce que à la base, je suis quelqu'un de très introverti. Donc, la kiné, pour moi, c'est difficile parce que j'aime bien le métier, mais être en contact, en relation sociale tout le temps avec plus de 20 patients par jour, c'est très épuisant pour moi émotionnellement. Donc là, le fait de coacher à distance, en fait, on fait une visio bilan d'1 heure, 1 heure et demie au départ. Et après, on a des petites interactions par-ci, par-là, par WhatsApp ou par message. Mais du coup, moi, ça me permet de beaucoup plus me détacher émotionnellement des patients, tout en restant pro. Mais du coup, ça m'aide beaucoup à lâcher prise et à être plus zen dans ma vie de tous les jours, quoi, que quand je travaillais 100% au cabinet. Et ça, comment tu as envie de le voir évoluer dans les prochains mois? C'est quoi tes objectifs pour la fin d'année, l'année prochaine? Fin d'année, moi j'aimerais bien travailler plus de 2 jours en cab. Soit 2 jours, soit 4 demi-journées. Ouais. Et le reste que du coaching en ligne et des programmes qui vont arriver bientôt, mais des programmes de pilates du coup que je vais proposer aussi sur Instagram. Mais du coup, je me vois faire plus d'entrepreneuriat que de cabinet plus tard. Trop bien. Là, aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose qui s'est concrétisé et dans lequel tu as l'air de t'épanouir. Est-ce que avant de te lancer là-dedans, tu avais des peurs, des craintes, des appréhensions, des croyances? Oui, carrément. Je me disais, pourquoi moi? Pourquoi les gens vont venir prendre un coaching avec moi alors qu'ils ont leur kiné juste à côté de chez eux? Mais ouais, ça c'est un gros syndrome de l'imposteur qu'on a tous, je pense, en tant que soignant. Mais en fait, il faut prendre confiance en soi et il faut se dire que en fait, je me suis formée, je sais comment faire, j'ai une expertise là-dedans. Donc, go, comme tu dis, il n'y a pas besoin d'être au point Z pour aider quelqu'un. Donc, du coup, tu as l'expertise qu'il faut, lance-toi et ça va aller. Même s'il y a des trucs qu'on ne sait pas ou sur lesquels on hésite ou quoi, on peut toujours faire des recherches, on peut toujours s'améliorer. Oui. Et ça peut que bien se passer si tu te formes bien et que tu appliques tout ce que tu as appris à la lettre, quoi.
Ouais. Oui, puis même si, bah voilà, il y a peut-être des gens qui sont plus calés que toi en endo, des profs de pilates encore plus performants que toi, Ouais. mais bah, par rapport à quelqu'un qui n'a aucune notion là-dedans et qui souffre au quotidien, bah, juste ton expertise à toi qui est déjà, j'en suis sûre, très bonne, même si moi j'y connais rien, bah, c'est suffisant et il n'y a pas besoin forcément de plus. Et des fois, même le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur, ben, ça aide à remettre les choses en perspective et à apporter quelque chose en fait, à se sentir moins seul. Donc je pense qu'on a tous quelque chose à apporter, quelle que soit notre expertise, quel que soit notre niveau d'expertise, on peut apporter quelque chose. Carrément. Et puis après j'avais beaucoup peur aussi du regard des autres parce que en kiné, entreprendre, enfin en soignant en général, quand tu dis aux gens que tu veux entreprendre, créer ton entreprise ou faire autre chose, on te dit mais t'as créé un cabinet, ça te suffit pas en fait. Ouais. Donc moi j'avais beaucoup de peur de ce regard-là, me dire qu'est-ce que vont en penser les autres, mais en fait maintenant je m'en fous quoi, parce que je sais qu'il y a du potentiel et que ça peut marcher et que je serai plus heureuse comme ça. Donc si vous avez une idée, foncez quoi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui a peur de ça, du regard des autres. Et j'ai eu pas mal de personnes qui m'en ont déjà parlé. Et au final, on se rend compte quand on se lance que la plupart des gens sont quand même ultra bienveillants. Oui. Que ça se passe dans l'ensemble très très bien. Oui. Et que les personnes qui peuvent critiquer, bah, au final, soit c'est pas des personnes trop proches, donc on s'en fout un petit peu, soit c'est des personnes qui sont elles-mêmes peut-être encore plus frustrées que nous. Oui. Et bon, c'est pas très grave quoi. C'est ça. Donc t'avais peur du manque de légitimité, t'avais peur du regard des autres. Est-ce que t'avais d'autres peurs ou est-ce que globalement t'étais plutôt sereine? Un peu de peur financière au début aussi, parce que ça voulait dire qu'il fallait que je réduise mon temps de travail au cabinet pour avoir le temps d'entreprendre. Après, j'ai eu... Enfin, non, c'est pas de la chance du coup, mais j'ai fait en sorte d'avoir mon propre cabinet pour pouvoir justement m'organiser comme je voulais. Donc du coup, j'ai pu très rapidement me dégager du temps. Mais en fait, même si j'avais pas eu mon cabinet, je l'aurais fait quand même, je pense. Parce que même si on perd un peu de salaire au départ, les premiers mois, c'est un investissement qu'on fait sur soi en fait. Même le prix des formations, au départ, je m'étais dit mais comment je vais faire, c'est un investissement et tout. Mais en fait, il faut pas le voir comme juste un prix, c'est vraiment un investissement qu'on fait sur soi et après on comprend très vite que ce sera rentabilisé. Mais c'est vrai qu'au début j'avais cette peur-là, Ouais. Puis dans la question de la rentabilité de l'investissement que tu fais en termes de perte de salaire et d'investissement en formation, il y a le côté retour sur investissement financier parce qu'un jour ton activité rembourse ce que tu as payé ou perdu, mais il y a aussi le côté retour sur investissement, on va dire émotionnel. C'est comme quand tu payes un voyage, tu n'as aucun retour sur investissement, on va dire financier. Au contraire, tu travailles pas et en plus tu claques des sous. Mais en fait, c'est quelque chose en général qu'on fait avec plaisir d'aller claquer, je sais pas, 2000, 3000 euros pour un beau voyage parce que ça vaut le coup quoi. C'est ça. Ça vaut le coup dans tous les sens du terme. C'est ça, là c'est pareil, c'est comme un voyage. Tu voyages dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Mais non, franchement, ça vaut vraiment le coup si c'est ça que tu veux faire, quoi. Ouais. Après, je trouve que pour avoir fait aussi plusieurs formations comme toi, plus tu investis dans des formations, plus ça devient facile d'investir dans des formations parce que tu sais pourquoi tu le fais et tu as déjà passé cette barrière-là une fois. Est-ce que toi, tu avais remarqué que la première formation que tu as prise, c'était plus dur psychologiquement de passer la barrière du prix par rapport aux suivantes? Oui, complètement. Ouais. Ah oui. La première formation que j'ai faite là, j'ai mis toutes mes économies dedans, donc j'ai dû payer 5000 balles de formation. Donc je stressais, j'avais les mêmes moites au moment de signer le contrat et tout. Je me suis dit purée, c'est toutes mes économies qui partent quoi. Comment je fais si j'ai un pépin ou quoi? Mais en fait, finalement, l'argent ça revient toujours. Dans tous les cas, si on veut gagner de l'argent, il y a toujours des moyens d'en trouver, donc il faut pas se limiter à ça. Et vraiment, oui, la toute première formation, c'est une grosse barrière psychologique
Et après, en fait, on a envie de faire toutes les formations qui tombent. C'est ça, et tu te dis, bon, je vais être à découvert, c'est pas grave. Je prends une formation. C'est pas grave. Non, ne soyez pas à découvert quand même. Du coup, j'ai limite plus envie de payer des formations que des voyages en ce moment. Ouais, je comprends. Non, parce qu'après, tu te rends compte aussi... ça, c'est une question aussi qu'on pourra avoir, c'est de se dire, là, t'as investi dans plusieurs formations. Je sais pas si c'est 2, 3 ou plus. Je sais pas combien de temps. Actuellement, j'en ai fait 3. Ok, donc les 2 premières, il fait maintenant ses membres d'Evolve. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu ces formations, tu aurais pu avancer autant, aussi vite? Est-ce que tu penses que c'est possible d'y arriver seule? Parce que c'est une question que je reçois aussi souvent. Alors, je pense que c'est possible d'y arriver seule, mais du coup, là, pour le coup, vous allez mettre 5 ans. Au moins. Au moins. Mais non, vraiment, même tout seul, je pense que c'est possible, mais il va forcément y avoir des lacunes dans certains domaines. Donc vraiment, je pense que le fait de se faire coacher, même quand on écoute les plus grands entrepreneurs, ils ont tous un coach aussi derrière qui les aide, parce que c'est quand même difficile d'avancer tout seul. Il faut bien s'entourer. Donc non, franchement, il faut se faire coacher, se former. Pour moi, c'est indispensable en tout cas. Ouais. Après, moi, voilà, je sais que si je dis ça, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je le pense sincèrement. Et aujourd'hui, je continue à payer tous les mois, pour moi aussi, des formations, des accompagnements, parce que je pense que je pourrais pas... Je pense que maintenant, j'aurai les clés, mais je pense que j'évoluerai pas, ou que des fois, j'aurai des problèmes, je saurais pas comment les résoudre. Ouais. Et effectivement, je pense que ça serait mentir de dire qu'on peut pas le faire seul, mais quand même, c'est quand même un gros bonus. Et est-ce que, parmi les formations que tu as faites, il y en a que tu as regretté? Non, elles m'ont tout apporté, même si il y avait certains domaines dans certaines formations dont j'en avais pas forcément le besoin, elles m'ont quand même toutes beaucoup apporté. J'ai toujours appris quelque chose, quoi, et n'importe quelle formation que j'ai faite, là, tous les coachs étaient super dispo, hyper aidants, même quand il y a... Ce qui est cool aussi, c'est que quand on a des coups de mou, parce qu'il y en a beaucoup quand on entreprend, mais du coup, le fait d'avoir un coach, ça aide beaucoup à se faire rebooster et du coup repartir, parce que quand on est tout seul, je pense que c'est un peu plus difficile à passer ces moments-là. Ouais, je pense carrément, et je pense qu'il y a aussi le côté, on en parlait un petit peu tout à l'heure, t'as investi de l'argent, donc quelque part ça t'engage, alors que si t'es tout seul dans ton coin, au moindre coup de mou, au moindre échec, tu vas dire oh vas-y c'est bon, ça me saoule. Exactement. Alors que là tu te dis putain j'ai investi autant de milliers d'euros, je peux pas m'arrêter. C'est ça, c'est exactement ça, c'est la pression de se dire, pas la pression non, mais vraiment le fait de se dire allez quoi, j'ai payé, c'est pas pour rien, donc faut que j'aille jusqu'au bout, donc ça c'est cool. Et puis non, vraiment, le fait de se faire coacher, ça fait avancer 2 fois plus vite, clairement. Ouais. Au moins 2 fois plus vite, je pense. Au moins. Après, je pense que tu as bien choisi aussi les formations que tu as faites, t'as pas pris n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode, je crois que c'est l'épisode du 8, comment choisir sa première formation de business, si ça vous intéresse, si vous êtes un peu paumé, qu'il y en a plein et que vous savez pas par où commencer, si c'est une bonne formation ou pas. Je vous conseille d'aller écouter l'épisode 8 à ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est Manon qui m'avait suggéré cet épisode. Je viens juste de faire le lien, c'est toi qui m'avais dit ça peut être une bonne idée. Et... Ah ouais, parce que moi j'ai toujours peur de me faire arnaquer sur les réseaux. Donc vraiment, la première formation que j'ai faite, j'ai mis au moins 6 mois à me décider. Ah oui. Avant de me décider, j'ai pris tous les avis possibles et inimaginables. Je suis allée parler à tout le monde. Dès que je voyais quelqu'un sur Insta qui avait fait la formation, même si je connaissais pas, j'allais parler pour savoir un peu comment ça se passait. Donc moi j'avais super peur de ça parce que j'avais jamais fait ça avant. Donc non, il faut bien choisir sa formation, je pense. Oui, puis surtout, imaginons que tu as 15 000 € de côté, la formation c'est 1 000 €, bon au pire tu as perdu 1 000 €, mais quand c'est comme toi tout à l'heure, tu mets toutes tes économies dedans, t'as pas envie de faire n'importe quoi. Ouais, carrément. Écoutez l'épisode 8 avec les critères pour choisir, sa première formation business. D'ailleurs, je sais pas si tu avais écouté l'épisode, si tu validais ce qui était dit dedans, vu que c'était ton idée. Si tu as quelque chose à rajouter, tu peux, sinon écoutez l'épisode. Non, l'épisode est très bien, faut aller l'écouter. Ok. Et si là tu devais donner un autre conseil à un soignant qui a cette envie-là d'entreprendre et qui sait pas s'il doit y aller, qui sait pas quoi faire, par où commencer, qu'est-ce que tu lui dirais?
Déjà, s'il hésite et qu'il n'est pas bien déjà dans son quotidien et qu'il pense déjà faire autre chose, c'est que la question est vite répondue, il faut faire autre chose. donc pour moi, c'est vraiment fonce, essaye de déjà trouver une idée sur laquelle tu voudrais entreprendre, et puis dès que tu as une petite idée, même si c'est pas précis, direct, essaye de trouver une formation qui pourrait te convenir et démarre en fait. Le meilleur conseil, c'est passer à l'action, quoi. Ouais. Parce que ça sert à rien de ruminer pendant 10 ans. J'ai une phrase qui m'a marquée d'une kiné avec qui je travaillais pendant un remplat long, une kiné qui était en fin de carrière en libéral. Et elle me disait, tu sais, moi, Manon, en fait, toute ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que kiné. Et elle n'a jamais rien fait d'autre. Et quand je l'ai entendu me dire ça, je me suis dit, waouh, ah ouais, en fait, j'ai pas envie de faire comme elle. Donc, go, en fait, faut que je le fasse, quoi. Ouais. Et même si t'as pas d'idée, d'ailleurs, ça se trouve, une idée, il y a des techniques pour ça, et ça fait partie d'ailleurs des choses que je transmets aux membres d'Evolve. C'est, même celles qui n'ont pas d'idée, elles sont les bienvenues, et on la trouve ensemble. C'est ça. Il y a des techniques pour ça, il y a une méthode pour ça, parce que ça se trouve pas forcément en claquant des doigts, surtout quand tu dis, ouais, j'aime plein de trucs, mais je suis pas forcément experte dedans, ou alors j'aime et je suis plutôt douée mais je vois pas ce que je peux en faire. Et au final non, il y a des méthodes quand même pour ça, mais effectivement si t'as un peu cette étincelle là, te dire faut que je fasse autre chose, let's go, quoi. Ah oui, c'est clair, faut pas réfléchir. Faut y aller. Ça y est, tu réfléchis plus toi quand tu prends des décisions? Non, ça y est, je suis un peu plus... Alors sachant que moi je pourrais mettre 8 mois à me décider avant d'acheter une paire de chaussures noires ou blanches. Mais là, autant pour l'entrepreneuriat, maintenant je me décide de suite, je sais ce que j'ai envie de faire et je sais comment je veux avancer dans la suite, et donc maintenant je réfléchis plus du tout. Mes coachs nous ont toujours dit qu'être entrepreneur, c'est prendre des décisions tout le temps. Et un exercice qui donnait aux personnes qui avaient du mal à se décider et à passer à l'action, c'était de prendre toutes les décisions en moins de 3 secondes. Par exemple, quand t'es au resto, t'hésites entre 2 plats, tu comptes jusqu'à 3 dans ta tête et t'as choisi. Parce que, c'est un truc tout bête du quotidien, mais il y a tellement de gens qui passent 3 heures à réfléchir. Et moi, ça m'arrive aussi, ne serait-ce qu'au plat que tu vas prendre. Et en fait, c'est un bon exercice pour t'entraîner à prendre des décisions rapides, surtout sur un truc qui a 0 conséquence comme ça. Mais c'est ça, en fait, là, les premiers coachs que j'avais dans la première formation que j'ai faite, ils m'ont dit, mais Manon, au pire, il va se passer quoi? Parce que je leur disais, mais imaginez, je me plante, imaginez, personne veut acheter mon offre. Ils me disent, mais et alors? Au pire, t'auras essayé. Il se sera passé quoi? Oui, t'auras perdu de l'argent sur le moment, mais l'argent, ça reviendra. Mais t'auras rien perdu d'autre concrètement. Donc, go, quoi. Bah oui, puis je pense que le seul moyen de jamais y arriver, c'est de lâcher l'affaire. Parce que si tu te donnes vraiment les moyens d'y arriver, ça va forcément finir par marcher. Et surtout que je pense que sur les décisions que j'ai prises sur les 2 dernières années, ou du moins sur les choses que j'ai mises en place, je pense qu'il y en a franchement au moins la moitié dont j'aurais pu me passer, mais je les considère pas comme des erreurs, dans le sens où ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis d'avancer, et ça m'a permis d'évoluer en fait, parce que chaque action m'a quand même fait évoluer et m'a amené à la suivante qui était peut-être la bonne, mais sans la mauvaise avant, entre guillemets, je mets mauvaise entre guillemets, vraiment, il n'y aurait pas eu la bonne derrière. Donc en fait, il faut juste prendre des décisions, il faut juste avancer et passer à l'action. En fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça, parce que tu perdras jamais rien, même si tu as l'impression que tu vas pas y arriver, que tu vas pas y arriver. Même si tu as l'impression sur le coup de perdre de l'argent et de te dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, en fait c'est même pas de l'argent perdu, puisque tu auras tellement appris des choses que c'est jamais complètement perdu en fait. Donc, c'est ça. Non, faut y aller. C'est ça. Et c'est plus le chemin au final que l'objectif final qui compte, parce que c'est le fait de t'éclater tous les jours à créer ce que tu crées, de kiffer ce que tu fais, d'avoir un autre objectif, un autre sens que juste ton cabinet qui te permet une autre évolution qui est cool, et rien que ça vaut la peine, quoi. Ah oui, complètement. C'est un voyage. C'est ça. C'est un voyage. Si vous êtes prêt à fermer votre cabinet 1 mois et à mettre une certaine somme dans un voyage, vous êtes prêt à entreprendre. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est un beau voyage. Ouais.
Bah écoute, merci Manon pour tout ça. Si tu devais juste conclure cet épisode avec une phrase ou une notion que tu as envie d'apporter, ça serait quoi le mot de la fin? N'attendez pas pour profiter de la vie en fait. Faut profiter maintenant, donc faites ce que vous avez envie de faire, créez ce que vous avez envie de créer parce que voilà, moi j'ai des patients qui attendent la retraite pour profiter ou pour lancer des projets qu'ils ont toujours rêvé et en fait à la retraite ils meurent d'une crise cardiaque. Non, c'est ça. Ou ils n'y arrivent même pas. Voilà. Donc non, franchement, allez-y, profitez de la vie, créez plein de trucs, kiffez, et puis faut y aller, quoi. C'est une bonne conclusion. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui voudraient te suivre? Du coup, sur Instagram, sur mon compte manamove.kiné, où je poste tout mon contenu et mes offres. Et les offres qui vont arriver. Ouais, je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Merci beaucoup Manon, c'était super agréable comme discussion. Oui, c'était cool. Merci à vous d'être arrivés jusqu'au bout de cet épisode. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau podcast. Et si celui-ci vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de le partager.